Bonjour, bienvenue à votre classe sur l'hémostase. Hémostase, hémo, sang, stase, équilibre. Donc nous allons regarder ce que nous pouvons faire pour s'assurer que le sang puisse couler librement dans les vaisseaux sanguins. Donc ça veut dire réparer les vaisseaux sanguins qui sont endommagés et prévenir l'obstruction de ces vaisseaux sanguins avec des thromboses. Donc quand nous nous faisons mal, nous avons deux systèmes qui se mettent en route. Et c'est pour ceci que nous allons mettre une ligne entre les deux. D'un côté, nous avons des dommages qui arrivent au niveau des vaisseaux sanguins. Et ces dommages sont reliés au système plaquettaire. Et de l'autre côté, nous avons des dommages qui arrivent au niveau des tissus. Et c'est là que nous avons notre système de coagulation. Et notre système de coagulation utilise les facteurs de coagulation qui sont produits dans le foie. Ces facteurs de coagulation, on les reconnaît parce qu'ils ont un chiffre numéral romain à côté. C'est comme ça qu'on les appelle. Ok, donc, on va regarder à la physiologie en général. Notre vaisseau sanguin est endommagé, il y a un trou. Ceci va libérer les collagènes. Le collagène va activer nos plaquettes. C'est ce qui veut dire que nos plaquettes sont dans le sang. Elles sont toujours présentes, mais elles nagent librement et elles ne sont pas activées. Une fois que le collagène est libéré, il y a une réaction qui se fait et les plaquettes maintenant deviennent collantes. Donc on a ce qu'on appelle l'agrégation. Ça veut dire qu'elles vont venir les unes sur les autres et l'adhérence et elles vont se coller les unes aux autres. C'est ça que ça veut dire quand les plaquettes sont activées. Ceci est fait grâce à plusieurs processus ou cascades chimiques qui utilisent certains facteurs, par exemple la TXA2 et l'ADP. Il y en a d'autres, mais aujourd'hui, nous, on va regarder à ces deux-là parce que les médicaments que nous allons voir vont affecter ces deux facteurs. Donc, pour récapituler, nos plaquettes courent librement dans les vaisseaux sanguins. Quand le collagène qui vient de la destruction des vaisseaux sanguins est en contact avec les plaquettes, nous avons leur activation qui se fait. Elles s'agrèguent, ça veut dire qu'elles viennent les unes sur les autres, et elles s'adhèrent parce qu'elles se collent les unes aux autres. Et ceci est fait grâce à la TXA2 et à l'ADP, entre autres. Évidemment, au moment même où nous avons des dommages tissulaires, nous avons une vasoconstriction exactement à l'endroit où il y a eu pénétration du vaisseau sanguin, de manière justement à ce qu'il y ait moins de sang qui puisse sortir. Okay. Non, tout ça va amener à la fabrication d'un bouchon. Ce bouchon, il est temporaire et il n'est pas très solide. Donc, il va aider à ce que le sang ne sorte pas des vaisseaux sanguins, mais si on bouge un peu trop ou si on tombe, quoi que ce soit, ça peut défaire le bouchon. Et donc, nous avons besoin de quelque chose de plus fort pour que le mur puisse être bien fermé. Et quand je parle du mur, je parle du mur du vaisseau sanguin. Pour ceci, nous avons besoin de la fibrine. Le bouchon et la fibrine ensemble, c'est ça qui nous donne un caillot sanguin. Alors, comment est-ce que nous allons avoir de la fibrine? C'est là que notre système de coagulation rentre en ligne de compte. Au moment où il y a un dommage vasculaire et que le sang y sort, les tissus tout autour vont être affectés et ça va créer des dommages. Et ça va mettre en route votre système de coagulation. On va avoir le chemin intrinsèque et extrinsèque qui vont se mettre en route et plusieurs facteurs vont se mettre à affecter les uns et les autres. Donc, éventuellement, vous allez avoir votre facteur 9 qui va éventuellement affecter votre facteur 10
Vous avez aussi le facteur 8 qui va se mettre en route et qui va affecter encore une fois votre facteur 10. Du côté extrinsique, le facteur 3 lui va affecter le facteur 7 qui lui va affecter votre facteur 10. Donc vous commencez à comprendre que le facteur 10 est pas mal important. Il y a plusieurs facteurs qui amènent au facteur 10. Notre facteur 10 amène éventuellement à la formation de la thrombine. Un autre facteur entre en ligne de compte pour la thrombine, c'est le prothrombine qui se trouve ici. Pro qui veut dire avant, plus ou moins. Et la thrombine éventuellement amène à la fibrine. Alors, est-ce que je veux que vous appreniez tout ceci par cœur? Non, pas réellement. Je mentionne certains facteurs parce que ces facteurs vont être importants par rapport à certaines maladies que nous allons voir aux conditions ou médicaments. Okay? Et j'aimerais que vous compreniez comment est-ce que les choses sont liées les unes aux autres. Mais est-ce que c'est important que vous sachiez toute cette cascade par cœur? Probablement pas. Alors, nous avons notre caillot sanguin maintenant qui est fait. La fibrine et le bouchon plaquettaire se mettent ensemble. Nous formons un caillot sanguin. Ce caillot contient ce qu'on appelle du plasminogène. Entre autres, c'est un des éléments. Et je commence à me demander si vous pouvez voir plasminogène parce que moi, je ne le vois pas très bien. Voyons voir. Si je mets un bleu plus foncé, peut-être que vous verrez mieux. Ok. Et peut-être que je vais écrire ici caillot sanguin pour que vous puissiez mieux le voir. Ok. Ce plasminogène est important parce que le plasminogène indique à votre corps, oh, ce caillot sanguin, il est mature, il est fini, il est temps qu'on l'enlève. Okay. Donc, ce plasminogène va activer ce qu'on appelle des activateurs du plasminogène. Ces activateurs de plasminogène vont faire en sorte que le plasminogène va commencer à se démonter. La plasmine va commencer à être présente et une fois que la plasmine est présente, maintenant le caillot sanguin est en train de se détruire complètement. Okay? Et ça, c'est ce qu'on appelle le système fibrinolytique. Fibrinolytique, lytique vient de lys, ça veut dire la destruction. Okay. Fibrino de la fibrine. Donc, on est en train de détruire la fibrine qui est le composant principal du caillot sanguin. Donc, le caillot, il est là normalement pour 1 ou 2 journées. Donc, ce système fibrinolytique se met en route. Un à 2 jours après le trauma ou les saignements, une fois que le caillot a été construit. Okay. Donc ça, c'est la physiologie de notre système hémostasique. Je ne sais pas si hémostasique existe. De l'hémostase, on va dire, pour être plus correct. Maintenant, nous allons regarder à 2 types de médicaments. Il y a des médicaments qui vont être pro-hémostase, qui vont favoriser la construction de caillots sanguins, donc qui vont activer votre système de coagulation ou qui vont empêcher que ce système de coagulation se mette en route. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont l'empêcher de produire des caillots sanguins pour différentes raisons. Puis ça va du côté plaquettaire et du côté de coagulation. Afin de différencier ces 2 types de médicaments, nous allons utiliser 2 couleurs différentes. Je vais utiliser le orange. Peut-être celui-là, il se fera mieux. Ok. Orange. Ça va être les médicaments
qui active le système plaquettaire / anticoagulant. Ou qui abaisse le système fibrinolytique. Autrement dit, augmentation des caillots sanguins. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut augmenter la présence de caillots sanguins? Généralement, c'est parce que nous avons un manque qui justement nous empêche de faire ces caillots sanguins. Donc, plusieurs conditions viennent en tête. Il y a la maladie de Von Willebrand qui vient en tête. Cette maladie de Von Willebrand J'ai peut-être besoin d'écrire un peu plus petit. Ok. Elle fait partie du système plaquettaire. Donc, dans le système plaquettaire, évidemment, il y a les plaquettes, mais ce n'est pas les seules choses qui rentrent en ligne de compte pour fabriquer le bouchon. Nous avons ces facteurs qui s'appellent Von Willebrand, probablement parce que M. Von Willebrand les a découverts, qui aident à la fabrication, au processus plaquettaire, à la formation du bouchon. De l'autre côté, nous pouvons avoir des manques de certains facteurs qui fait que nous avons du mal à coaguler. Et c'est le cas de l'hémophilie. Donc pour l'hémophilie, nous en avons deux. Il y a l'hémophilie A et l'hémophilie B. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis l'hémophilie A au-dessus des facteurs 8 parce que c'est ce qui manque. Et j'ai mis l'hémophilie B au-dessus du facteur 9 parce que c'est ce qui manque dans l'hémophilie B. L'hémophilie A est plus commune que l'hémophilie B. Et donc ces gens-là, quand ils ont besoin, quand ils ont des coups ou des traumas et qu'ils sont en train de saigner, le traitement que l'on peut faire pour eux, c'est d'administrer les facteurs qui leur manquent. Donc, comme médicaments qui vont augmenter la possibilité de coaguler, nous allons avoir les facteurs 8 que je viens de souligner et 9 pour l'hémophilie A et l'hémophilie B. Okay. Il y a un médicament que l'on peut donner, mais seulement pour l'hémophilie A, qui s'appelle la DDAVP. C'est en fait la desmopressine. Et la desmopressine augmente les facteurs 8 dans le corps. J'ai un peu de mal. Donc, ce médicament est un vasopresseur. Nous allons le voir quand nous allons faire le système endocrinien. On va voir ses indications et ses effets secondaires à ce moment-là. Pour le moment, tout ce que je veux que vous rappeliez, c'est que la desmopressine a la capacité d'augmenter la présence de facteur 8 et donc ça peut être utile pour quelqu'un qui a l'hémophilie A. La DDAVP fait aussi autre chose. Notre DDAVP est un vasopresseur. Donc, nous allons avoir une vasoconstriction qui va se faire. Vasopresseur, presser les vaisseaux sanguins. Okay. Donc ça, c'est aussi bon pour ce domaine-là. Et aussi va augmenter les facteurs de Von Willebrand. Donc notre DDAVP est très intéressante. Elle a plusieurs fonctions. Vasopressing, ça veut dire qu'elle va augmenter la vasoconstriction, ce qui est utile pour les hémorragies, principalement du système gastro-intestinal, parce que ce sont des muscles mous à ce niveau-là. 2,
Ça augmente les facteurs de Van Willebrand. Donc, pour ceux qui souffrent de cette maladie, ça peut être un médicament qu'on peut administrer en cas de saignement. Et 3, en cas d'hémophilie A, ceci médicament peut être donné et aider à libérer des facteurs 8. OK. Il y a un autre médicament dans cette catégorie que nous allons voir qui en fait agit au niveau des activateurs de plasminogènes. Donc, une des choses que l'on peut faire, c'est ajouter les facteurs qui nous manquent vraiment, il n'y a que ça pour le moment qu'on a comme médicament pour aider avec la formation de caillots quand on a des problèmes. Mais autre chose que l'on peut faire, c'est empêcher que la lyse se mette en route. Et pour empêcher que la lyse se mette en route, on va utiliser ce qu'on appelle des antifibrinolytiques. Et évidemment plasmatiques parce qu'ils sont dans le plasma. Donc ces antifibrinolytiques, ce qu'ils font, eux, on va utiliser quelque chose que l'on puisse voir. J'espère que celui-là, on va le voir. Ils empêchent la lyse de caillots qui sont déjà formés. Alors, il faut comprendre que dans notre corps, à tout moment, nous produisons des caillots, des bouchons, parce que on n'a pas besoin juste d'un coup pour ouvrir des vaisseaux sanguins. Des lésions, par exemple, trop de sucre dans le sang peut ouvrir des vaisseaux sanguins. Donc, il y a des vaisseaux, il y a des bouchons un peu partout dans notre corps. Ouais. Et donc, ce médicament, ce qui peut aider à faire, c'est empêcher que tous ces bouchons s'enlèvent et essayer de maintenir la stase. Et c'est quelque chose qu'on utilise en cas d'urgence. Principalement l'acide tranexamique est utilisé, on voit pas très bien, ça devait être celui-là, aux urgences et avec les ambulanciers pour quelqu'un qui est en choc hypovolémique et qui saigne fortement, de manière à ce que on puisse essayer de maintenir son volume sanguin en empêchant que les caillots se défassent. Il y a un autre médicament dans cette catégorie qui s'appelle la protinine. Celui-là, je le connais moins. La protinine. Il me manque un petit bout ici. Voilà. Okay. Mais cet acide tranexamique est utilisé en cas de choc hypovolémique sévère pour stabiliser une personne. OK. Donc, nous venons de voir, nous avons vu les médicaments qui peuvent activer ou favoriser la coagulation du sang. En vert, maintenant, nous allons voir les médicaments qui désactivent le système plaquettaire ou anticoagulant, ou encore il peut augmenter le système fibrinolytique. Alors tout d'abord, nous allons regarder à pourquoi est-ce que l'on veut une thérapie anticoagulante, antiplaquettaire ou profibrinolytique. Quoique profibrinolytique, on verra l'indication un petit peu plus tard, peut-être. Donc, on va commencer déjà par indication.
indication au pluriel pour thérapie antiplaquettaire et anticoagulante. Alors, dans l'exemple que nous avons vu dans notre cours sur les résultats de laboratoire, Madame Plourde avait un DVT. Donc, une thrombose de la veine profonde. Ça, généralement, on va voir une thérapie anticoagulante pour ceci. On peut aussi avoir la fibrillation auriculaire. C'est où les oreillettes de votre cœur n'arrivent pas à battre correctement de manière à ce que le ventricule reçoive suffisamment de sang. Et donc ça veut dire qu'il y a du sang qui va rester dans les oreillettes. Et s'il y a du sang qui reste quelque part, vous avez la possibilité de la formation d'un caillot sanguin. Donc ça, c'est une raison pour laquelle on pourrait utiliser une thérapie anticoagulante. Une autre serait toute anomalie cardiaque qui justement amène à cette stase de sang. Donc ça peut être des valves qui ont des problèmes, mitrales, tricuspidiennes. Okay. Ça peut être une endocardite. Et puis là, il faudrait qu'elle soit chronique. Parce que sinon, on n'utiliserait pas des anticoagulants juste pour une endocardite. Il faudrait qu'il y en ait plusieurs et plusieurs récidives qui mettent la personne à grand risque. On peut avoir une embolie pulmonaire. Alors, pour l'embolie pulmonaire, la différence entre une thrombose et l'embole, c'est que l'embole est un morceau où le caillot sanguin qui, lui, s'est détaché et qui va se loger quelque part ailleurs. Et dans ce cas-là, il se loge dans les poumons. Mais il pourrait se loger dans le cerveau, puis dans ce cas-là, vous auriez un AVC. Il pourrait se loger dans le cœur, puis causer une crise cardiaque. Okay. La prévention pour justement les crises cardiaques et les AVC, ça c'est plutôt antiplaquettaire. Okay. Et puis post. Donc je vous rappelle que IM est infarctus du myocarde, ça veut dire crise cardiaque. Okay. Donc avec toutes ces indications, nous allons commencer à regarder au niveau plaquettaire qu'est-ce que l'on peut faire. Donc on a déjà vu dans notre classe sur les analgésiques que nous avons nos AINS, bien que AINS ne sont pas considérés des antiplaquettaires. Okay? Donc il est entre crochets parce que ce n'est pas un antiplaquettaire, mais on sait qu'il a un effet secondaire sur le temps de saignement. Okay? Le seul antiplaquettaire des AINS, c'est l'aspirine. Okay? Donc, on va garder bien ça en tête. Alors, lui, l'aspirine, il fonctionne au niveau du TXA2. Il l'empêche de fonctionner. Okay? Ce qui fait qu'on va avoir une baisse de l'agrégation. Et on a aussi une baisse de la vasoconstriction. On va avoir une augmentation des temps de saignement. Et donc, je vais mettre AINS et aspirine pour celui-là, spécifiquement. Okay? Et n'oubliez pas que ce n'est pas un effet thérapeutique de l'AINS, c'est un effet secondaire. On n'utilisera pas ibuprofène comme antiplaquettaire. D'accord? Et j'essaie de lire ma feuille, interfère avec la vitamine K. Donc ça, c'est l'ASC a une autre façon de fonctionner. Il va aussi interférer avec la vitamine K. J'aurais dû le mettre autrement.
Donc, reprenons. Notre ASA, aspirine, va abaisser l'agrégation et la vasoconstriction. Il va aussi interférer, une interférence avec la vitamine K. Okay. Donc, notre aspirine a un effet au niveau du système de coagulation. Il n'est pas seulement un antiplaquettaire. Okay. Et donc, les deux, juste parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure, augmentent le temps de saignement. Okay. Mais lui, c'est un effet secondaire. Lui, c'est un effet thérapeutique et ça peut être aussi un effet secondaire. Mais l'aspirine, c'est le seul qu'on utilise comme antiplaquettaire. Et pour quelle raison est-ce qu'on va l'utiliser? On va l'utiliser principalement pour la prévention des AVC. Le deuxième que l'on va voir, je n'ai jamais donné ce médicament. Il s'appelle dipyridamol. Et le I est en premier, le Y est après. Lui va avoir des effets au niveau de la TXA2 et de l'ADP, donc il est puissant. Il empêche les deux. Et donc, on va avoir évidemment une baisse de l'agrégation des plaquettes. Il est spécial parce qu'il est utilisé comme adjuvant. On va mettre ça dans la couleur. Donc, on l'utilise avec un autre médicament et on l'utilise avec la coumadine. Donc, warfarine. Ce qui est très intéressant parce que généralement, on n'utilise pas un anticoagulant et un antiplaquettaire ensemble. Mais dans ce cas-là, on le fait pour une condition très, très spéciale. Pour les complications post-opératoires. Okay, généralement reliées au cœur. Le dipyramol a aussi un autre effet qui est la vasodilatation coronarienne. Et c'est pour ça qu'il est utile dans ces complications post-opératoires cardiaques. Clopidogrel, celui-là, je l'ai beaucoup donné. Je suis sûre que certains d'entre vous en stage, probablement vous avez commencé à le donner. Son nom commercial est Plavix. Et lui, il abaisse l'ADP. Okay. Et quand on baisse juste l'ADP, on interfère le message, on interfère la fonction, c'est une autre façon de dire, des plaquettes. C'est-à-dire qu'elles vont être là, elles vont être activées d'une certaine manière, mais elles ne vont pas faire un bon travail en fait. Et donc, il n'y aura pas un bouchon qui va se faire de la même manière. Mais je suppose qu'il est apprécié parce qu'il y a moins peut-être d'effets secondaires possibles que d'autres médicaments. Et on l'utilise pour la prévention des AVC et puis pour traiter les TIAs. Donc ça, ce sont les petits strokes qui se font mais qui sont temporaires. Il y a d'autres médicaments qui ont été créés qui, eux, agissent un peu plus bas au niveau du bouchon. Et ceux-là, ils sont plus récents comme médicaments. Ils sont de la catégorie, je vais l'écrire, mais je ne m'attends pas vraiment à ce que vous vous souveniez de ce nom de catégorie.
Mais si vous êtes capable, c'est génial. Mais moi, personnellement, je ne vais pas m'attendre à ce que vous vous souveniez de ça. Comme vous pouvez voir, c'est pas mal compliqué. Alors, ce sont les inhibiteurs GP 2 romain B/3 romain A. Okay. Encore une fois, je ne m'attends pas à ce que vous vous souveniez de cette classification. Elle est pas mal compliquée. Mais par contre, j'aimerais que vous vous souveniez du médicament. On a Apiximab, qui est un MAB. Et puis nous avons Eptifibatide. Donc ces deux-là vont abaisser l'agrégation des plaquettes en préparation de former un bouchon. Donc, elles n'empêchent pas l'agrégation au plus haut de la cascade, mais plutôt vers la fin de la cascade. Okay. Et à mon avis, c'est parce qu'ils doivent être capables de reconnaître la présence de la fibrine. Donc, l'avantage de ceci, c'est que vous avez une certaine quand même protection contre les hémorragies parce que vous avez quand même des bouchons qui se font, c'est juste vers la fin. C'est là qu'ils vont pas pouvoir finir leur transformation. Donc j'imagine qu'il y a peut-être un peu moins de risque d'hémorragie avec ça, bien que je ne sois pas vraiment certaine. Je sais que ces médicaments, quand est-ce qu'on les utilise, c'est une bonne question. Je sais que il y a quelques années en arrière, ils n'étaient pas utilisés à la place de warfarine pour la prévention des thromboses veineuses profondes, mais peut-être que maintenant ils le sont, parce que la littérature démontrait qu'il y avait beaucoup de récidives avec ces médicaments, donc ils n'étaient pas des plus efficaces. Cependant, de nos jours, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on en est avec leur mode d'utilisation. Mais peut-être que vous les verrez en milieu clinique et puis vous pourrez venir me dire de quelle manière vous les utilisez. Donc ça, c'est notre côté plaquettaire. Maintenant, nous allons regarder les médicaments au niveau de la coagulation. Et puis, donc, sur ce schéma, je vais indiquer où est-ce que l'on utilise notre warfarine. Et dans notre warfarine, elle est utilisée un peu partout. Elle n'est pas seulement utilisée à ce niveau-là, mais principalement, notre warfarine a un effet au niveau de la prothrombine, quelque part au niveau de cette cascade-là qui amène au facteur 9, donc pas nécessairement directement au facteur 9, mais elle a un effet quelque part au niveau du facteur 9. Et elle a aussi un effet au niveau du facteur 10. Et si vous voulez vraiment savoir, mais ça m'étonnerait, elle a aussi un effet ici. Maintenant, notre héparine IV, elle, a un effet entre la thrombine et la fibrine. Cependant, notre héparine sous-cutanée, elle a un effet au niveau du facteur 10. Alors, pourquoi est-ce que je vous mentionne tout ça? C'est simplement pour vous montrer pourquoi est-ce qu'on fait les tests que nous faisons. Okay. Thrombine, on a un test qui s'appelle le temps de thrombine partiel, okay, PTT. Notre PTT, il regarde à ce niveau-ci. Donc, quand on fait un PTT, on regarde à la vitesse avec laquelle le sang est capable de produire entre de la thrombine et de la fibrine. Tandis que notre PT, on regarde combien de temps est-ce que le corps prend pour créer de la prothrombine.
Donc maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi quand on fait le PT, c'est pour warfarin et quand on fait le PTT, c'est pour l'héparine et seulement l'héparine IV. On ne va pas utiliser un PTT pour l'héparine sous-cutanée. Et la raison pour laquelle je le mets sur notre dessin, c'est qu'on va voir plusieurs médicaments qui vont avoir des effets à différents endroits, puis vous pourrez voir plus facilement lesquels on aura besoin de faire un PTT avec et ceux avec lesquels on n'a pas besoin de faire de test. Donc, notre héparine SAP4, elle est donnée 2 fois par jour, toutes les 12 heures. Et puis, vous avez probablement remarqué en stage à quoi ça ressemble. Quelqu'un qui reçoit de l'héparine, la peau devient toute dure et pleine de bleu. C'est pas évident. Ils ont trouvé un autre médicament qui s'appelle daltaparine, qui lui a un niveau moléculaire plus bas et qui permet que ce médicament soit utilisé seulement qu'une fois par jour. Alors non seulement c'est mieux parce qu'il y a moins d'injections pour la personne, moins d'effets secondaires au niveau de la peau, mais aussi ce daltaparine est plus efficace que l'héparine. Le problème, c'est que daltaparine coûte très cher et donc il est utilisé principalement pour les patients qui sont alités et qui ont eu des chirurgies orthopédiques aux membres inférieurs. Donc quelqu'un qui va par exemple donner naissance et qui a une césarienne, on va utiliser l'héparine, tandis que quelqu'un qui a remplacement de la hanche, on va probablement utiliser daltaparine. Okay. Donc ces médicaments ici sont des prophylactiques. Je vais mettre une autre couleur pour leur indication, juste pour qu'on les reconnaisse. Mais vous ne pouvez pas voir ça, donc ça ne marche pas non plus. Voyons voir. OK. Maintenant, dans cette catégorie, nous en avons d'autres. Nous avons puis je vais souligner les médicaments pour que vous puissiez mieux les reconnaître. Fondaparinux, qui est l'un des plus anciens. Rivaroxaban, Rivaroxaban. Vous pouvez voir, ceux-là, je ne les ai jamais donnés. Je les connais moins bien. Rivaroxaban. Parce qu'ils n'existaient pas encore quand moi je pratiquais. Nous avons aussi Apixaban. Et le tout dernier, c'est Edoxaban. Ceux-là ont l'avantage d'être oraux. Donc, c'est vraiment un game changer de pouvoir donner des médicaments oraux. J'ai vu un article qui date de 2019 qui donnait des lignes directrices quand les utiliser, puis dans quel cas on peut les utiliser. Et pour la plupart, ils peuvent être utilisés à la place de l'héparine dans les chirurgies. Puis c'est tout nouveau, ça date de 2019. Donc, il est possible que quand vous irez en chirurgie, vous puissiez voir ces médicaments. En tout cas, j'aimerais bien que vous me disiez si vous les voyez. Et puis, évidemment, l'avantage, que ce soit oral plutôt que sous-cutané, est très, très, très apprécié. Ouais. Donc, assez nouveau, pas vraiment vu. Le problème avec ces médicaments, parce que malheureusement, il y en a. Le problème avec ces médicaments, c'est qu'ils ont beaucoup d'effets d'interaction, principalement avec un enzyme dans le foie, le CPY3-4A. Je sais que probablement je devrais vous l'enseigner un peu plus cet enzyme-là, mais j'ai choisi de ne pas le faire parce qu'il y a déjà tellement de choses.
Mais à cause de cette enzyme, il y a beaucoup d'interactions. Puis ces médicaments devraient ne pas être utilisés avec certains antibiotiques, dont 3 en particulier. OK? Donc, on va dire interaction avec ces 3 médicaments. Le premier, c'est rifampicine qu'on utilise pour la tuberculose. Clarithromycin. Je me demande toujours où se trouve le Y. Et erythromycin. Right. Donc, à cause de ça, il faut faire attention. Il y a d'autres interactions possibles, mais aujourd'hui, on se concentre là-dessus. Maintenant, un des effets secondaires de l'héparine qu'il faut savoir, c'est qu'il peut causer la thrombocytopénie. C'est rare, mais c'est une urgence médicale et ce n'est pas quelque chose que l'on veut voir. Okay? Donc, une thrombocytopénie comme ça veut dire que d'un seul coup, vous n'avez plus de plaquettes. Généralement, on a des symptômes comme du purpura qui est présent un peu partout sur le corps. Et on doit absolument arrêter l'héparine et on ne peut plus l'utiliser du tout après ça. On a d'autres médicaments qu'on peut utiliser dans ce cas-là. Okay? Mais ce sont malheureusement des médicaments intraveineux. Il y a l'argotroban. C'est pas le bon. Il y a le bivalirudine et le dasigavtran. Et ceux-là, ils sont IV. Okay? Et je sais que au moins 2 d'entre eux, on peut les évaluer avec l'IMPTT. Et on les utilise quand on ne peut pas utiliser héparine. OK. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plus que héparine et Coumadin qu'on utilise. Il y a de plus en plus de nouveaux médicaments qui sont en train de sortir. Quand moi j'étais infirmière et étudiante, héparine et Coumadin, c'était les 2 seuls qu'on m'avait appris. Les autres n'existaient pas ou venaient juste de sortir. Et même une fois qu'ils sont sortis, on ne savait pas exactement comment les utiliser. On commence maintenant à avoir de plus en plus de lignes directrices sur comment utiliser tous ces médicaments. Donc, il est possible que vous les voyez de plus en plus utilisés dans les années qui s'en viennent ou même en stage. Alors, tout ça, c'est bien, mais aucun de ces médicaments-là ne nous permet de détruire un caillot sanguin. Donc, on comprend bien que ces médicaments sont utilisés seulement pour empêcher la formation d'autres caillots sanguins. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on sait que le corps, de par lui-même, va détruire le caillot sanguin au bout de 2 jours. Okay? Donc 2 jours, il faut comprendre que le processus se met en route presque automatiquement que le caillot est produit, mais ça prend jusqu'à 2 jours pour que le caillot soit complètement parti. Donc, ce que vous allez voir, c'est que quelqu'un qui a un DVT va avoir de l'héparine IV pendant 24, peut-être 48 heures et être changé à sous-cutané assez rapidement. Okay? Maintenant, il existe des médicaments qui, eux, vont complètement détruire et manger les caillots sanguins. Ces médicaments, on va les reconnaître parce qu'ils vont avoir un ASE à la fin. Et ASE est comme un enzyme. Donc, on a la streptokinase. Voyez le ASE à la fin. Urokinase. Et TPA. TPA qui veut dire Tissue
Plasminogen Activator. Donc lui, il fait exactement l'opposé de notre médicament orange antifibrinolytique. Celui-ci, il empêche que le système fibrinolytique se met en route. Celui-ci l'active. Et il faut comprendre que ce médicament-là ne va pas juste toucher le caillot qui nous gêne, il va toucher tous les caillots que vous avez dans le corps. Okay? Donc, c'est le problème, c'est pourquoi c'est dangereux. On n'utilise pas ces médicaments n'importe comment. On les utilise quand la personne a un AVC généralement et que quelqu'un était là quand l'incident est arrivé, qui peuvent nous dire exactement quand est-ce que ça a commencé, quels sont les symptômes. Et cette personne doit arriver à l'hôpital dans un temps assez proche. Il y a tout un protocole à suivre. Et donc c'est comme ça qu'il est utilisé. Il y a tout un protocole à suivre. Le gros problème, évidemment, c'est que comme effet secondaire, c'est que vous pouvez vous retrouver avec une hémorragie, puis ça c'est vrai avec tous les médicaments verts que nous avons vus sur cette feuille, mais cette hémorragie, elle est spontanée et puis elle est critique. Okay. Donc, c'est pas à prendre à la légère. En tant qu'infirmière en réadaptation, j'ai déjà eu des patients qui étaient venus avec un AVC thrombolytique et qui ont été traités avec la streptokinase et ça avait très très bien fonctionné. Les effets avaient été renversés, donc la personne avait retrouvé l'utilisation du côté qui était affaibli, le langage était revenu, facial droop avait disparu, les pupilles étaient redevenues normales. Mais quelques heures après, ils ont subi un AVC hémorragique pour lequel ils ont dû avoir une évacuation urgente. Et malheureusement, là, il y a eu des séquelles, donc assez fortes. Les AVC hémorragiques sont très difficiles à manipuler. Les effets qui en sortent sont pas mal difficiles. Donc j'ai eu quelques patients comme ça. Bon, étant en réadaptation, évidemment, je ne vois pas tout le monde. Je sais qu'il y a eu des succès, des personnes avec qui ça a très bien fonctionné, mais il faut quand même garder en tête cet effet négatif qui peut arriver. Et ça arrive. Le TPA, lui, il est utilisé aussi pour autre chose. Lui, on l'utilise pour déboucher des lignes centrales et des PICC lines. Okay. Donc, quand vous avez vos lignes centrales et les PICC lines, ce sont des lignes qui sont dans les veines, mais qui commencent à un endroit éloigné, puis qui vont jusqu'à la fin de la veine cave. Et comme ces lignes sont longues et qu'elles sont en contact avec le sang, elles peuvent se boucher, malgré les protocoles que nous utilisons. Et donc, on peut utiliser une petite dose de TPA pour les ouvrir et les garder patentes. Voilà. Voici votre document, voici votre cours. J'espère que ça n'a pas été trop difficile et je vous vois la semaine prochaine.